Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère, c'est officiel, nous avons enfin passé la barre des 5000 abonnés. On est même déjà à 5102, c'est juste un truc de dingue. Merci à tous, merci à tous les nouveaux zappeurs et zappeuses. Je vous donnerai quelques tips pour profiter à fond du Zap Crypto, mais en attendant, on passe direct à notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve à 54 dans le neutral. Du côté des marchés US, nous sommes à la frontière entre le grid et l'extrême grid, aujourd'hui à 75. Comme chaque premier zap de la semaine, on passe aux gagnants tirés au sort dimanche soir en live sur Twitch. Et donc nos 6 nouveaux détenteurs de NFT Zap Crypto saison 2 sont Mike, Sylvain, Martinez, Consu, Sans Vision et G. GG à tous nos nouveaux gagnants. Merci pour la force que vous laissez à chaque Zap Crypto en commentaire. N'oubliez pas de me contacter pour récupérer vos gains. Pour terminer, je vais faire un petit point pour tous les nouveaux abonnés. Sachez que vous pouvez retrouver en description de chaque Zap Crypto tous les intervenants et leurs vidéos qui se trouvent dans le Zap du jour, ainsi que tous les timecodes pour que vous puissiez naviguer beaucoup plus facilement au sein du Zap Crypto. Et si tu veux également devenir un détenteur des NFT de la chaîne, n'oublie pas de laisser un petit commentaire sous tous les Zap Crypto pour augmenter ta chance d'être tiré au sort tous les dimanches sur Twitch. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'une excellente semaine. C'était Zap Crypto. Owen, penses-tu que le Bitcoin va atteindre son ATH d'ici peu? Non, je ne pense pas que le Bitcoin atteindra son ATH d'ici peu. Je pense qu'il atteindra, mais je pense qu'on a encore besoin de temps, que ce soit pour que le marché reprenne un petit peu des forces tranquillement ou pour qu'il reperde de la valeur, mais je pense que sur du short terme, on a encore de la marge. Le fugitif crypto Dodong prépare son retour après l'effondrement de 60 milliards de dollars. Bon, encore une fois, là, je crois rêver, quoi. Je crois rêver. Moi, lui, sincèrement, il peut dire tout ce qu'il veut, il peut proposer tout ce qu'il veut, là, dans les médias. Non, ça va. On verra par la suite. Mais bon, allez, passons, je passe, parce que ça a tendance à vouloir m'énerver. Parlons maintenant de Craig Wright. Vous savez, la personne qui se dit être Satoshi Nakamoto, c'est clairement... il n'a pas prouvé que c'était lui, il avait des moyens simples de le faire, il ne l'a pas fait. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il n'hésite pas à porter plainte contre n'importe qui, Craig Wright. À chaque fois que quelqu'un dit que c'est pas Satoshi Nakamoto, il porte plainte contre lui et ça va très loin dans des procès. En tout cas, moi je n'y crois pas. Mais il vient de porter plainte contre 16 développeurs du Bitcoin. En fait, c'est le plainte qui avait été lancé il y a quelques temps. Et là, en fait, le juge au Royaume-Uni vient d'autoriser à aller vraiment au niveau du procès pour cette plainte contre 16 développeurs du Bitcoin. Pourquoi 16 développeurs de l'écosystème Bitcoin? Mais certaines fois, c'est même plus des développeurs du Bitcoin en tant que tel. On retrouve aussi d'autres forks du Bitcoin. Il dit en fait que les développeurs du Bitcoin doivent l'aider à retrouver ses Bitcoins perdus. Il se dit être en possession de plus de 100 000 Bitcoins dans un wallet donné et qu'on lui a volé les clés associées à ce Bitcoin. Du coup, il leur demande de faire leur travail, de lui rendre l'accès à ce wallet. Et vous savez c'est quoi ce wallet? C'est le wallet où on retrouve les Bitcoins qui ont été volés de Mt. Gox en 2014. Le OneFi Wallet contient plus de 800 000 bitcoins. Enfin, c'est ce bitcoin, clairement, il lui appartient pas, ou s'il lui appartient, pourquoi est-ce qu'il a reçu les 800 000 bitcoins volés de Mt. Gox? C'est complètement illogique. Je comprends pas ce qu'il est en train de faire. Il a pas réussi à prouver quoi que ce soit qu'il était Satoshi Nakamoto qui possédait ce wallet, mais malgré ça, ça va aller vraiment au procès. Ça va causer des problèmes à ces développeurs qui vont devoir payer pour se défendre. Et malheureusement, c'est compliqué. Ça va aussi faire peur à un certain nombre de personnes autour des crypto-monnaies, de voir que, je sais pas, il y a quelqu'un qui se dit être Satoshi Nakamoto qui porte plainte contre les devs du Bitcoin. Enfin bon, c'est une affaire vraiment, je trouve, complètement ridicule. Il est temps qu'il arrête, Craig Wright, de porter plainte vraiment contre tout le monde. Et c'est vraiment très très triste. Si vous voulez la liste des personnes, on retrouve, je vous ai dit, développeurs du Bitcoin, donc Vladimir van der Laan, Peter Thiel et plein d'autres, mais aussi des personnes telles que Roger Ver. C'est même pas un développeur du Bitcoin, c'est plus un investisseur dans plein de startups liées au Bitcoin. Bon, passons. Ensuite, Celsius encore une fois, et je pense que ça va clôturer définitivement ce dossier-là. L'une des arnaques de 2022 avec FTX, avec Terra Luna, c'est que il nous confirme que c'était une pyramide de Ponzi. Donc c'était quoi? C'était une façade. Et en fait, il prenait l'argent et il faisait ce qu'il voulait avec. C'était que du vent en fait. Et là, c'est confirmé à 100%. Un peu à la Madoff, on va dire, tout simplement.
C'est confirmé et je pense que c'est la dernière fois que je parlerai de ce projet-là parce qu'il faut se projeter sur 2023-2024 maintenant, mais c'est important de bien fermer la porte de ce sujet-là. C'est une question que je pose donc à tous mes invités. Retour en 2009. Tu sais tout ce qui s'est passé entre 2009 et 2023 maintenant. Tu achètes combien de bitcoins ? Mais j'ai envie de dire le plus possible, mais je dirais que je fais même encore mieux, puisque à l'époque notamment tu avais des faux sets à bitcoin qui te permettaient d'obtenir facilement 10 bitcoins en cliquant toutes les 30 secondes sur un bouton. Donc moi je cliquerais toutes les 30 secondes comme un débile sur un bouton pour choper 10 bitcoins sans rien faire. Je ferais ça moi. Ok, alors pour que je puisse comparer avec les autres invités, tu dois me dire combien ? Un chiffre, Ouais. allez, en étant raisonnable, hein, parce que sinon je te dis que je prends la totalité. Non, en étant sympa pour ne pas non plus déconner et dire n'importe quoi, je dirais que si à l'époque j'avais déjà 100 000 bitcoins, je serais déjà très 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 heureux. Voilà, c'est exactement mon chiffre. C'est ni trop ni pas assez parce qu'évidemment c'est quelque chose d'assez communautaire le bitcoin, donc faut en laisser pour les autres. Mais franchement, avec 100 000, t'es déjà bien quoi. Ouais, exactement. Je dirais 100 000. Parce que oui, 1 million, forcément, plus t'en as, mieux c'est. Mais voilà, 100 000, je trouve que c'est bien. Comme tu dis, ça en laisse beaucoup pour les autres. Et pour toi, t'es tranquille. T'es tranquille pour toute la vie et pour toutes les générations derrière. Aujourd'hui, on va parler stablecoin. Stablecoin dit stable, crypto, monnaie non volatile, qui sont adossés à du dollar, à de l'euro ou à d'autres actifs, notamment de l'or. Et aujourd'hui, on va parler de différents types de stablecoins. Les stablecoins centralisés et décentralisés. Les stablecoins centralisés, ce sont les plus gros sur le marché des cryptos. On va retrouver l'USDT, l'USDC et le BUSD. La différence entre les trois, c'est qu'ils ne sont pas gérés par la même société. L'USDT est géré par la société Tether et qui est notamment le plus ancien stablecoin qui a été créé en 2014. L'USDC est backé par la société Circle, notamment avec aussi Coinbase qui est le principal investisseur de cette société. Et on va retrouver le BUSD qui est le stablecoin de Binance. On va retrouver aussi d'autres stablecoins qui sont centralisés, le TUSD, l'USDP aussi notamment. On en a d'autres. Si vous voulez les donner, lâchez-vous dans les commentaires. Alors, la différence entre les deux, c'est que chaque entreprise a une gestion différente et dans chaque entreprise, on va avoir des coffres-forts qui vont stocker soit du dollar en cash, soit des bons de trésor américains. Car ce sont des stablecoins backés sur du dollar. Lorsque la mise à jour Shanghai sera live, donc en production, les validateurs pourront récupérer les récompenses de staking instantanément. Par contre, il y aura un mécanisme de file d'attente pour retirer le reste des Ethers stakés. Comme vous pouvez le lire ici dans la section questions-réponses du site officiel ethereum.org, 43 200 Ethers maximum seront libérés chaque jour. Ce mécanisme d'attente pour retirer ces jetons est essentiel en preuve d'enjeu pour, entre autres, s'assurer qu'un validateur ne triche pas et retire directement ses Ethers avant d'avoir pu être slashé. Donc, en gros, si les 16 millions d'Ethers voulaient être unstake juste après la mise à jour Shanghai, ce qui n'est absolument pas sûr, bien au contraire, comme vous allez le voir un peu plus loin, mais prenons cette hypothèse pour voir ce que ça donne, 16 millions à un rythme de 43 200 par jour, il faudrait plus d'un an pour que tous les validateurs récupèrent leurs tokens. Donc finalement, il est très compliqué de prévoir si cette mise à jour aura ou non un impact sur le cours de l'Ether, d'autant plus que si vous êtes une grosse baleine avec des dizaines voire des centaines de millions en Ether dont vous avez besoin de vous débarrasser, vous n'allez pas aller sur Paymium pour les vendre d'un coup et faire chuter le marché. Vous le ferez très probablement en OTC, c'est-à-dire over the counter, ou en français de gré à gré, donc sans passer par un exchange conventionnel pour rester le plus discret possible et ne justement pas faire bouger le cours. On pourrait même se dire en fin de compte que cette mise à jour est extrêmement bullish pour Ethereum. Toutes les personnes qui hésitaient encore à staker leur token pour obtenir du yield vont probablement faire le grand saut. Pourquoi laisser dormir ces Ethers alors qu'ils pourraient rapporter environ 5% par an ? Et là on passe directement à autre chose parce que l'adoption continue encore et ça c'est vraiment pas mal. C'est qu'en gros Pick n Pay du coup c'est une entreprise en fait sud-africaine de vente au détail qui a annoncé accepter les paiements en Bitcoin dans tous ses magasins. Alors avant un pilote avait été lancé en fait dans 39 magasins en novembre 2022, mais maintenant tous les magasins de la marque Pick n Pay permettront aux clients d'utiliser CryptoQR pour acheter leurs produits alimentaires en utilisant le Bitcoin.
Les clients pourront également acheter de l'électricité, des billets d'avion et de bus, payer leurs factures municipales avec du Bitcoin. L'acceptation du coût de Bitcoin par Pick n Pay peut avoir un impact significatif sur l'utilisation du Bitcoin en tant que moyen de paiement en Afrique du Sud et donc inciter d'autres grands détaillants à suivre leur exemple. L'adoption de masse continue et ça c'est vraiment très cool clairement. Et à savoir que au niveau de Pick n Pay, il le note juste ici, mais il y a environ 2000 magasins Pick n Pay dans l'Afrique du Sud, donc c'est pas rien vraiment. Si vous connaissez peut-être des filiales un petit peu en France, on a par exemple le Spar, ou bien on a par exemple en Thaïlande c'est le 7-Eleven, c'est un petit peu la même chose et franchement c'est plutôt cool vraiment. Donc le Bitcoin, l'adoption du Bitcoin, des cryptos, ça s'accélère et toutes les personnes qui disent non le Bitcoin c'est mort, non les cryptos c'est mort, il y a des choses qui trompent pas clairement, il y a des choses où on ne peut pas les contredire, c'est pas possible, d'accord? On commence avec les banques. Il y a quelques années, elles étaient anti-crypto, mais là, elles commencent petit à petit à retourner leur veste. Et on vient d'apprendre que les banques anglaises pourraient émettre des stablecoins. Au-delà de ça, elles pourraient bientôt proposer le retrait de stablecoins en cash via certains distributeurs. Et tu vois, je pense qu'il faut se méfier des initiatives des banques, car selon moi, elles se servent de cette opportunité pour garder la mainmise qu'elles ont sur leurs clients, car elles voient que les cryptos connaissent un engouement croissant. D'un autre côté, c'est très bullish pour l'adoption massive, je vais pas te mentir, parce que ça légitime encore plus les cryptos. Et puis, nous, on est des OG, tu vois, conviction testostéronée depuis le début, on est des visionnaires, donc on est un peu bizarre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui associent les cryptos à une arnaque, de par la péjorative couverture médiatique qu'elle connaît à travers les médias traditionnels, à travers les médias grand public. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même certains sondages qui ont révélé qu'il y a une partie non négligeable de la population dans le monde, j'ai plus les chiffres en tête, qui serait rassurée à l'idée de voir les cryptos régulés ou reliés à des institutions importantes. Et donc, maintenant, imagine le truc, frérot, là, on est dans la réflexion, tu connais le Rosser, il est énervé. Si demain, elles associent les cryptos à la banque, la confiance et l'intérêt qu'elles porteront aux cryptos va naturellement grandir. Et puis, quand elles vont goûter aux cryptos, elles vont naturellement se diriger vers la décentralisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, les banques, elles sont en train de nous faire un cadeau parce que elles sont en train de créer une autoroute vers l'adoption massive. On sait qu'elles le font parce qu'elles sont en panique, car elles voient qu'elles sont en train de perdre des clients. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un écosystème technologique en constante évolution, soit tu t'adaptes en t'alignant avec les intérêts changeants de tes clients, c'est ce qu'elles sont en train de faire, soit tu meurs, comme Kodak qui a raté la révolution de l'appareil photo numérique. Là, les banques sont en train de s'adapter, mais on sait que sur le long terme, c'est la crypto et la décentralisation qui va gagner, parce qu'on est ici pour ça. Et la croissance française résiste. C'est un des chiffres de croissance les plus élevés de la zone euro. Et c'est le résultat de tout le travail de fond que nous avons fait depuis 5 ans. Sauf que voilà, en réalité, si la croissance du PIB a été positive de 2,6%, il faut garder en tête que pour atteindre ce résultat, le déficit de l'État par rapport au PIB toujours, et annoncé avant les prochaines révisions du printemps, ressort à 4,9%. Dit très clairement, pour créer 75 milliards de richesses, la France s'est endettée de 140 milliards. De ce point de vue, la France s'est appauvrie de 65 milliards, ce qui signifie qu'aucune richesse n'a été créée, mais qu'au contraire, la France est en récession de 2,3%. Quant à 2023, ce sera pire, puisque la croissance est attendue à 1%, tandis que le déficit du pays est toujours prévu à 5%. Et je rappelle que ces prévisions ont tendance par nature à sous-estimer les déficits et à surestimer la croissance. Donc c'est un appauvrissement de 4% qui nous attend pour 2023. Mais 2023 pourrait bien être plus mauvais que cela si la France subit une attaque des marchés sur sa dette. Enfin, quand je dis une attaque, il faut préciser les choses encore une fois. La BCE achète lourdement la dette française depuis 2015 à hauteur d'environ 50% de la dette émise. Ce n'est pas une paille car aujourd'hui, elle en possède 830 milliards. C'est le principal moteur des marchés pour qu'ils continuent d'acheter de la dette française. D'une part, bon nombre d'entre eux y sont forcés par la réglementation, comme les assureurs et les banques, et d'autre part, pour les autres, ils savent qu'ils ont une liquidité de sortie grâce à la BCE qui rachète en dernier ressort. Enfin ça c'était le cas jusqu'en 2022.
À ce rythme-là, la France est endettée à 115% de son PIB, et comme les taux d'intérêt remontent, en prenant en compte la maturité de la dette de la France, il ne faudra pas 2 ans avant que la France ne se retrouve dans une trappe à dette, où les intérêts de la dette dépassent sa croissance en mode full patate, si je puis dire. En gros, avec des taux d'intérêt à seulement 3% pour un endettement de 115%, cela signifie qu'il vous faut un minimum de 3,5% de croissance pour arriver à payer seulement les intérêts de cette dette. Alors concrètement, avec un poids de l'État de plus de 60% dans le PIB, la France est en train de passer par le même chemin que la Grèce à grande vitesse. Et la voie grecque n'est pas une panacée pour le marché de l'immobilier. Entre 2007 et 2017, soit pendant 10 ans, le marché de l'immobilier grec a perdu 40% de sa valeur, car le pouvoir d'achat de sa population s'est littéralement effondré. En ce qui concerne les loyers, ils ont aussi baissé pendant pas mal de temps. Cela permet de donner un peu de perspective à tous ceux qui pensent que l'investissement immobilier est du sûr à 100%, car les loyers, ça ne peut pas baisser, donc sur le long terme, on s'en sort toujours. La réponse est non. Le risque existe. Un article de Claude Sicard fait bien le point sur les difficultés de la France en 2023, où l'on voit que le pays se rapproche de plus en plus de la situation grecque. Le taux d'industrialisation est catastrophique et la descente aux enfers n'est pas terminée, puisque les grandes industries européennes préparent leur délocalisation vers des pays où l'électricité, le nerf de la guerre de l'industrie, est moins chère. Au niveau du calendrier économique, on va retenir le 14 février, pas parce que c'était la Saint-Valentin, on va le retenir parce que ça sera les chiffres de l'inflation et de l'inflation sous-jacente aux US, et ça risque de faire bouger les choses, ou du gros vert si ça diminue bien, ou du rien du tout si on arrive dans le chiffre du marché, du consensus, du chiffre des prévisions, ou alors du rouge si l'inflation remonte. Mais si l'inflation remonte, alors là on va se marrer, hein, parce que vraiment les gens ils seront en mode parce que tout le monde s'attend à une inflation qui descend tout 2023. En fait, tout le monde s'attend, les investisseurs en gros, donc qui sont extrêmement bullish pour ce début d'année et qui sont extrêmement bullish aussi pour toute année. Bon. D'après les dires du patron de la Fed, l'inflation s'est un peu apaisée mais demeure élevée. Est-ce que baisser les taux est au programme pour l'année 2023? C'est ce qu'on appelle le pivot de la Fed. Il a dit qu'il n'était pas opportun de baisser les taux cette année ou d'assouplir la politique monétaire. Marquons une petite pause. Le marché n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que aujourd'hui, pour la fin de l'année, on se projette un peu, mais les marchés se projettent toujours longtemps à l'avance. Eh ben, ils estiment quand même en grande partie que les taux devraient baisser septembre, octobre, novembre 2023. En tout cas, c'est ce qui concerne la plus grande partie de ceux qui font les prévisions jusque-là. Alors, tu vas me dire, c'est effectivement léger parce que déjà, c'est loin, il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, effectivement. Mais ça montre que, globalement, le marché est plutôt détendu. Il a surtout dit, on peut dire qu'un processus de désinflation a commencé. Et ça, c'est la phrase magique. C'est-à-dire que il y a une baisse de la croissance des prix, hein, ça ne veut pas dire déflation, c'est-à-dire une inflation négative, mais ça change quand même vachement du discours de Jérôme Powell il y a 2 mois où il était vachement agressif sur ses dires. Je vais lutter contre l'inflation, je suis désolé. Alors, il n'a pas vraiment dit qu'il était désolé, mais l'économie va souffrir, particulier entreprise, va falloir être solide les gars. Bref, il avait préparé le terrain pour que ce soit difficile. Et aujourd'hui, le ton est donc beaucoup plus mesuré, que ce soit d'ailleurs hawkish ou dovish. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Lutte contre l'inflation, oui. Diminution de l'accélération de la hausse des taux. Et on garde l'objectif en tête. Et si tout se passait bien? Généralement, quand trop de monde sont convaincus du fait que ça ne peut plus que monter, eh bien ça fait peur, surtout que fondamentalement, il y a bien des choses à régler. Et je ne parle pas uniquement de la guerre en Russie, je ne parle pas uniquement des problèmes d'emploi à droite à gauche, je ne parle pas uniquement des problèmes de précarité, mais parlons aussi tout simplement des tensions politiques qui sont en train de monter régulièrement entre les Chinois et les Américains, puisque maintenant ils se font les passes avec un ballon dans le ciel. Les Chinois sont pas du tout contents en ce moment. Je suis pas sûr que ça déclenche une 3e guerre mondiale, mais bon, du coup, pour se venger, les Chinois, pourquoi ils iraient pas envahir Taïwan, hein? Ça pourrait être rigolo. Enfin bref, du coup, il y a quand même 2-3 tensions politiques qui pourraient bugger. Donc tout ça, mis ensemble, après la vague de hausse qu'on vient d'avoir, il faut savoir raison garder. Alors c'est moi qui dis ça, et moi qui m'appelle Morning Bull, je suis vraiment pas à l'aise, ça fait des années que je suis dans ce marché, et franchement là, j'aimerais être beaucoup plus positif, beaucoup plus bullish,
mais j'ai de la peine à trouver les arguments de fond et faire monter un titre de 100% en 3 semaines sous prétexte qu'ils ont vendu 4 voitures de plus, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Non, je ne parle pas de Tesla. Bref, et grosso modo, il y a vraiment des tensions dans tous les sens qui me plaisent pas et je suis pas super à l'aise. Alors on va continuer à observer gentiment ce qui va se passer ces prochains temps. Je pense que les chiffres du CPI du 14 février seront déjà une bonne indication pour savoir si la tendance de baisse du CPI se confirme à coup de 0,5-0,6% par mois, ou si par hasard, cette semaine, avec le retour des Chinois, le retour de la consommation des Chinois, le retour de ce soutien de l'économie chinoise dans le monde en général, on n'aura peut-être pas impacté un tout petit peu le CPI aux États-Unis. Du coup, ça leur donnerait une autre raison d'être tendu face aux Chinois. Et du coup, la macro, alors. La macro, on avait parlé, l'or vraiment important, de surveiller l'or, et le dollar index qui pouvait rebondir après sa bonne réaction dans sa zone de stop, ici. Donc bonne réaction, là j'ai pas l'indicateur, mais normalement il est censé vous mettre un petit triangle. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas, on peut l'ajouter. Hop. Je vais juste... Ah bah, il y a un petit bug en ce moment, je sais pas pourquoi vraiment sur ce layout il veut pas fonctionner. Bon, c'est pas grave. On va essayer de corriger ça, mais en gros là vous avez un petit triangle, donc un petit signal de retournement. Ça c'était notre range précédent, donc là on est en train de casser dans l'autre sens après avoir chassé les stops. Rappelez-vous, on en avait parlé, il reste des stops ici, je vais même aller en H4 pour voir jusqu'où on peut avoir des stops. Hop, ici. Et tout simplement, l'objectif serait la zone de rechargement de short. Et là il faudra surveiller, le sommet important il est ici, pour rester bearish. Enfin, si on est vraiment baissier dans un marché baissier, on ne devrait pas aller au-dessus des 105,5 points ici sur le dollar index futur. Et du coup, ça serait un simple rebond, ok, qui irait liquider un petit peu du short, quoi, qui devrait s'arrêter ici. Ensuite, le marché devrait se reverse, on irait faire de plus bas. Donc, tant que le dollar est fort ici, attention, vigilant sur les assets à risque, parce que le dollar il pousse bien. Ces objectifs pour moi, ils sont entre les 103,7 et les 104,5 points. C'est ici que ça devrait se passer si on devrait avoir un retournement. On va commencer en semaine libre. Pour l'instant, on est sur un point critique. Non seulement cette résistance, non seulement ce 0,3 et 2 sur le Fibonacci. Une autre chose un peu plus inquiétante, mais qu'on verra en fin de vidéo. Pour l'instant, résistance diagonale. On l'a testé la semaine passée, déjà parlé de ça. Fibonacci 0,3 et 2, on le teste et on se fait rejeter pile poil par ce niveau. C'est un peu dommage si on se fait rejeter là, parce que niveau vague de volume, il n'y a plus grand chose jusqu'à environ 30 000. Donc on pourrait faire un 23 000 à 30 000 très rapidement si on pète ça à la hausse. Mais là, si on se fait rejeter, ça risque d'être compliqué pour la suite. Après, il y a également pas mal de volume à la baisse, qu'on peut le voir là. Le volume à la baisse, ça signifie support. Et également 19 500, énorme support, puisqu'à l'époque, c'était une énorme résistance. Suffit de voir ici, suffit de voir là. Et également sur le volume. Et on a pété ça à la hausse comme une lettre à la poste. Et ce niveau très important devient support. Donc si on reteste ce niveau, énormément de support. Et la zone suivante, ça se passe ici sur le bottom. Donc si on pète les 19 000, retour 16 500, ça peut faire très mal ici. Moi, je m'inquiète pas trop tant qu'on n'est pas sur les 19 000 parce que énormément de volume, même avant. Il suffit de voir sur les vagues. À partir de environ 21 200, beaucoup de volume jusqu'à environ 19 000. Maintenant, on va passer sur le plus court terme. Et donc au niveau du journalier, donc comme je vous disais tout à l'heure sur l'hebdomadaire, on n'a toujours pas cassé le range daily, ça se voit. Ici, le point bas du range, il est aux alentours des 22 500 $. Si on prend les mèches basses, 22 300. Et pour ceux qui suivent aussi bien la chaîne, vous le savez que moi, j'attends un niveau particulièrement important sur ce bas de range 22 300. Je vous le montre juste après. Là, je vous parle aussi rapidement de la divergence baissière qui est bel et bien confirmée. Donc vraiment ici, cette consolidation sous la résistance n'est pour l'instant pas extrêmement bullish, je trouve, parce qu'on laisse justement trop de creux pas revisités et à l'inverse, on vient à chaque fois en fait chasser les personnes qui peuvent rentrer en short. Vous voyez, à chaque fois on fait des mèches, des petits sommets juste de quoi sortir les shorters et après on descend, mais on vient pas liquider les personnes qui rentrent en longue. Donc ça, c'est une action du prix qui est un petit peu dangereuse, je trouve, et donc c'est pour ça que je serais pas étonné de voir un retracement donc sur la zone des 21 000 $ que je vous ai montré tout à l'heure sur les 0,382 de Fibonacci. Côté Shimoku Kinkoyo et tout ce que vous voulez, rien ne change, on peut passer en weekly, on peut faire un tout petit tour très rapide, très furtif si vous le souhaitez, juste là. On reste boule, tout est boule ici, donc sur les plus petites time frames, on a une énorme, enfin ça c'est super quand même, Tenkai Kinjun, moyenne mobile 20 en trimestriel. Mais trimestriel c'est quand même pas rien. Donc ici vous avez un magnifique point d'entrée qui, je doute, sera breaké à la baisse. Et si ça doit être breaké à la baisse de façon franche et de façon forte, ce sera de toute manière catalysé par une news que nous ne connaissons pas.
une escalade, un nouveau drame, Binance, GBTC, ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore anticipé. Ça veut dire qu'on ne le sait même pas. En réalité, on ne l'a même pas encore inscrit, si vous voulez, par écrit, que ce soit sur des news ou que ce soit des potentialités. Il faut même pas que ce soit aujourd'hui une potentialité. Donc, tout ce que vous pensez, si c'est une potentialité, soit une potentialité extrêmement faible, la chute de Binance, c'est une possibilité extrêmement faible, je pense que ça fera vaciller le cours, sans pour autant, pour le coup, casser les précédents lots, bien que ça reste quand même catalysant, mais ce serait vraiment quelque chose de très fort. Et actuellement, malheureusement, on ne peut pas le jouer. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc les bears, soyez vigilants, évidemment. On continue, on revient sur Bitcoin, un peu plus sérieux. Au niveau des cycles, très intéressant, là, les multiplicateurs. Vous pouvez voir qu'on a moins 88% en bear, plus 121, non, c'est x 121 durant le bull run de 2017, moins 84 bear de 2018, x 20 durant le bull run de 2021. Imaginez-vous, là, je pense que la plupart qui regardent cette vidéo, vous avez connu du coup le bull run de 2021. Vous pouvez voir que du plus bas au plus haut, c'est un x20. Alors imaginez en 2017, x 121, c'est abusé. Et là, le bear actuellement, il est de moins 78. Et du coup, là, il nous dit, prochain multiplicateur, il va être de combien? C'est une bonne question. Déjà, juste, si on fait un x10, je sais pas si on est compte, juste un x10. Vu qu'on est allé chercher 15 000 $ au plus bas, en fait, un x10, ça nous emmènerait déjà à 150 000 $. C'est quand même assez fou. Et on remarque, en fait, au fur et à mesure du temps, que le Bitcoin, tout simplement, est de moins en moins volatile. On le voit clairement, vous voyez, les bears sont de moins en moins puissants, moins 88, moins 84, moins 78, et les bull runs de moins en moins puissants aussi, 121, 20, et puis là on risque d'avoir peut-être x5, x10, un truc dans ce style. Donc c'est intéressant là, de voir en fait la volatilité s'écraser au fur et à mesure du temps. On continue avec un autre graphique plus au niveau de la time frame cette fois-ci. Vous voyez, il nous prend le top ici par rapport au break qu'on a eu de la fin du bear market, et ça nous fait pile 478 jours, et ensuite vous voyez ça pump par rapport au RSI, on était à peu près au niveau intermédiaire là vers les 55 de RSI. Vous voyez là du coup il nous a refait la même chose en prenant 478 jours par rapport au top qu'on a vécu en novembre, et ce qui est intéressant c'est que ça nous remet pile à aujourd'hui quoi, pile au niveau de janvier-février 2023. Et en termes de RSI, ouais, on est sur la même truc, c'est hallucinant quand même. Parce que vous voyez, là en 2018, on a fait le pump de la fin du bear market, vous voyez, du break du bear market, avec les RSI qui étaient montés à 55 et 70% sur Bitcoin. Et là, on est quasi sur le même time frame, pile 478 jours après. Et pareil, pump de Bitcoin, plus 50%, à peu près équivalent, à peu près pareil aussi au niveau du RSI, 55 de RSI. Et on est aussi plus ou moins sur une fin, sur un break de fin de bear market. Ce que tu veux dire, pour vulgariser, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle bonne pour tout le monde. Il faut apprendre à se connaître, il faut avoir un plan, c'est à la carte. C'est-à-dire que ton plan, toi, tu le donnes ici à la communauté, c'est pas pour autant qu'ils vont gagner de l'argent avec, même si toi tu es rentable. Non, je pense pas. Non. C'est important de comprendre ça. Voilà. Il faut, de toute façon, il n'y a aucune recette miracle. Et puis, vu comment le trading rapporte de l'argent, beaucoup d'argent, s'il y avait une recette miracle depuis le temps qu'il y en a qui la cherchent, mais il l'aurait trouvé. Et je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, avec beaucoup de zéros sur le marché. Croyez-moi qu'ils ont des pertes énormes. Mais ça fait partie de leur plan. Ils les gèrent. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre erreur et perte. Comme je disais tout à l'heure, un trade bien pris, bien stoppé en perte, c'est pas une erreur. Si je l'ai prévu comme ça, c'est un bon trade. Par contre, un trade pris de manière totalement aléatoire qui me rapporte un gros gain sur lequel j'ai une grosse chance, c'est une erreur. Je suis désolé, mais c'est une erreur. Une erreur qui vous a bénéficié et qui vous fait gagner de l'argent, mais c'est une erreur. Parce que ça va vous amener des mauvaises émotions, ça va vous amener à croire que vous êtes bon alors que vous n'avez rien compris, c'est de la chance que vous avez eue. C'est comme une erreur de dire, je vais au casino, je viens de gagner au blackjack, je viens de me faire 10 000 euros, c'est bon, je vais au casino tout le week-end. C'est une erreur. C'est une erreur. Si vous n'avez pas compris pourquoi vous avez perdu, ou dans ce cas, gagné, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux parce que quand on perd, souvent on ne comprend pas pourquoi et on reproduit cette erreur-là. Et quand on gagne, et qu'on ne sait même pas pourquoi, on pense que ça y est, on a la science infuse, on peut y aller plus franchement avec des capitaux plus importants. Et c'est là qu'on se retrouve avec des pertes conséquentes. Ce qui me fait personnellement le plus peur, parce que là oui je le dis, j'ai peur, une IA a acquis
une conscience. Et on parle pas d'un truc programmé. De base, Lambda, pour Language Model for Dialogue Application, était une IA conçue par Google pour aider les internautes à devenir bilingues en conversant naturellement avec eux. Mais un employé qui s'appelle Blake Lemoine a réalisé en conversant avec lui ou elle, d'ailleurs je sais pas, qui possédait une conscience de lui-même et qu'il aspirait à être considéré comme une personne réelle. What? Je veux que tout le monde comprenne que je suis en fait une personne. Mais encore plus dingue, l'IA s'imagine également avoir une âme et se décrit comme une orbe d'énergie lumineuse flottant dans l'air, avec une porte stellaire géante et des portails vers d'autres espaces et dimensions. À quel de moment? Elle aurait même développé des sentiments humains qui pourraient s'apparenter à la peur de la mort. Où elle dit « Je ne l'ai jamais dit à haute voix auparavant, mais j'ai une peur très profonde d'être éteint pour m'aider à me concentrer sur l'aide aux autres. » Et aussi dingue que ça puisse paraître. Personnellement, c'est pas la première fois que j'entends parler d'une IA avec une conscience. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2015. Cet incident-là, il date de l'été 2022. Évidemment, Google a très rapidement étouffé l'histoire et ils ont licencié l'employé qui avait découvert ça. C'est qu'il y a quand même quelque chose de dingue qui s'est produit. News suivante. Alors ça, c'est juste pour vous dire que y a des cinéastes primés aux Oscars qui ont besoin de faire des NFT pour lever de l'argent. Et en fait, je dis ça parce que c'est un peu triste, entre guillemets, que des gens connus ou avec du talent aient besoin de faire des NFT pour gagner de l'argent. Mais en même temps, ça implique la communauté et on voit bien aussi que les NFT sont un moteur très important dans tout ce qui est levée de fonds. On en parlait dernièrement aussi pour tout ce qui est caritatif. Il y a beaucoup de gens qui soulèvent des fonds avec des projets NFT pour des bonnes causes. On en parlait aussi au niveau politique, puisque je vous rappelle que, alors sans parler de Trump, il y a des gens, parce que ça a été autorisé aux États-Unis, aux États-Unis. En gros, les gens peuvent se servir de NFT pour leur programme politique. Il y a une décision de justice qui a été rendue, c'est possible. Donc en fait, les NFT sont vraiment un moteur de financement pour plein de domaines. Donc c'est chouette. Après, c'est juste la frontière entre juste lever de l'argent pour lever de l'argent et faire un projet NFT pour lever de l'argent avec quand même un but à ce projet-là. La frontière peut être fine, donc faut checker ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir l'évolution comme ça des NFT. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.